Puis je partage mon écran. Parfait. Là. OK. Parfait. Comme j'ai mentionné, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre présentation Se préparer pour les fêtes. On espère que ça vous donne quelques outils pour les fêtes qui s'en viennent dans quelques semaines. Donc, quelques petits règlements de conduite. Je sais que vous connaissez déjà pas mal ça, mais s'il vous plaît, éteignez tous vos cellulaires. Si vous avez besoin de quitter la pièce, on comprend 100%, vous pouvez bien le faire. Soyez respectueux de toutes les questions, opinions et commentaires des autres. Puis, comme j'ai mentionné, il y a un espace libre à la fin de notre présentation si que vous avez des questions, partagez des outils, des stratégies ensemble. Euh, Bien sûr, vous êtes la bienvenue. Puis, j'entends beaucoup comme de background noise. C'est pas moi. Ah oui, si vous pouvez vous muter, ça aiderait. Merci beaucoup. Parfait. Donc, juste un petit résumé de ce qu'on va discuter aujourd'hui. On va, bien sûr, se préparer pour les fêtes. On va aussi revoir c'est quoi les effets des troubles neurocognitifs sur la communication et aussi des communications, des conseils pour communiquer avec une personne atteinte de troubles neurocognitifs. Parfait. Donc, pour certains d'entre nous, les fêtes peuvent être très, très stressantes, surtout si vous êtes un proche aidant ou une personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Il est toujours possible de participer à des moments importants avec vos amis et vos membres de la famille et de célébrer les gens et les relations, même si vous êtes atteint d'un trouble neurocognitif ou vous occupez d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Lorsque vous planifiez des événements pour les fêtes, n'oubliez pas de vous prendre tôt, fixer des attentes réalistes et aussi simplifier vos plans. On va discuter ça plus en plus. Donc, juste un petit rappel, santé et bien-être. Donc, la santé et la sécurité sont très importants. Vous devriez peut-être ajuster les limites de taille de rassemblement, surtout avec la pandémie. Si vous voulez faire un rassemblement en personne, si c'est pas possible de le faire en personne, il y a des options virtuelles. Comme aujourd'hui, on se rencontre, on fait une présentation virtuelle sur Zoom. Mais il y a plein d'autres applications que vous pouvez faire des visites virtuelles. Euh, Si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire une réunion en personne, pesez les pour et les contre. Tout le monde, c'est vraiment une question personnelle. Puis, il existe aussi une calculatrice de risque de l'exposition à la COVID-19 lors des visites, qu'on a un lien à la fin de la présentation et on peut certainement t'envoyer ça après la présentation. C'est créé par le National Institute on Aging. Puis, cette calculatrice-là pourrait vous aider à prendre cette décision quand même importante. Donc, moment et taille. Donc, faites en sorte que les célébrations soient courtes. Lors de rassemblements plus longs, envisagez de n'assister qu'à les parties les plus significatives de l'événement. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important et essayez d'assister à cette partie-là. Donc, c'est beaucoup de réflexion avant de faire l'événement. Planifiez les festivités à un jour ou une heure qui convient à la personne atteinte de troubles neurocognitifs. De nombreuses personnes atteintes de troubles neurocognitifs sont plus en forme dans le matin. Mais il y a d'autres personnes atteintes de troubles neurocognitifs qui ont besoin de quand même un lent matinée.
qui a besoin du temps à être en forme. Donc, faut vraiment évaluer ça. Est-ce que des fois on dit, est-ce que je suis une personne d'après-midi ou est-ce que je suis une personne qui aime les matins? Donc, vraiment, questionne à propos de ça, voir c'est quand le meilleur temps pour une visite pour la personne. De plus, prévoyez des rencontres en petits groupes. Cela réduira le stress et le sentiment d'être débordé. Euh, Envisagez d'organiser un événement avec moins d'invités peut-être, ou vous pouvez aussi échelonner, je suis vraiment pas bonne à dire ce mot-là, échelonner les heures d'arrivée des invités afin que la personne puisse interagir plus facilement avec la personne un à un. Donc vraiment, peut-être que quelqu'un va arriver à 6 heures et la prochaine invitée va être à 6h15 ou à 6h30 même. Juste pour donner du temps à vraiment voir le un à un, puis être moins débordé tout dans une shot. Si la rencontre a lieu en personne, prévoyez un endroit tranquille où la personne peut se retirer ou où quelqu'un peut lui tenir compagnie au besoin. Donc, vraiment une salle saine, en sécurité. C'est peut-être la chambre de visite, c'est peut-être leur propre chambre, n'importe où, qu'ils peuvent peut-être se retirer si ils se sentent débordés ou qu'ils vont rester là, puis les visiteurs peuvent peut-être aller là. Ça dépend vraiment. À ajouter des choses familières peut-être dans cet endroit-là si c'est pas encore déjà une place familière. Si la rencontre a lieu en ligne, prévoyez le temps et la flexibilité pour prendre des pauses sur l'écran. On dit souvent Zoom fatigue, ben ça existe encore, donc prends des pauses si que c'est en ligne. Lieu et plateforme. Donc, si vous vous réunissez en personne, choisissez des lieux familiaux ou familiers pour les événements afin d'éviter toute confusion. Donc, c'est-tu chez vous ou peut-être un ami ou un proche membre de la famille. Si vous visitez une maison non familiale ou familier, essayez de prévoir ce dont aurait besoin la personne atteinte d'un trouble cognitif. Par exemple, des étiquetages sur les portes de salle de bain ou sur les endroits où qu'on range les choses que la personne aurait peut-être besoin. Donc, un indice visuel comme sur la porte de la salle de bain, comme j'ai mentionné, d'une toilette, c'est quand même universel, puis la personne pourrait identifier que ça, c'est là où est la salle de bain. Des choses de même peuvent vraiment aider. Aussi, tu peux apporter des fournitures supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour fournir des soins personnels pour la personne. Donc, essayer de penser à ces choses-là. Tout qu'est-ce que la personne aurait besoin. Si que il y a des personnes qui ont des choses pour fidgeter avec, comme jouer avec leurs mains, comme un jouet de main que tu popes. Ben, peut-être que c'est quelque chose que tu amènes pendant cette visite-là pour aider avec l'agitation. Ou peut-être il y a des médicaments. Toutes ces choses-là à penser, qu'est-ce que la personne a besoin pour aller visiter une maison. Si des visiteurs séjournent chez vous, essayez d'anticiper ce qu'ils auraient besoin de savoir de la personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Par exemple, ne pas laisser les portes débarrées ou de ne pas laisser des pilules ou d'autres objets potentiellement dangereux là où la personne pourrait les trouver, peut-être les emballer ou les prendre, des choses de même. Donc, essayez de laisser savoir, pas tout le monde pense à toutes ces choses-là. Donc, juste rappelle-les de certains peut-être règlements qui aident avec la personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Si vous réunissez en ligne, utilisez une plateforme que vous connaissez bien,
si c'est Zoom ou d'autres choses, et qui affiche automatiquement les noms des participants. Parce que, comme on sait, même en personne, on note habituellement, puis on dit, je m'appelle Isabelle et je suis ici pour n'importe quoi. C'est la même chose en ligne. C'est bon de peut-être mettre le nom et même je suggérerais peut-être tu pourrais mettre Isabelle, puis une ligne, puis dire grand-mère ou cousine ou tante. Tu pourrais même ajouter ça pour aider la personne à reconnaître les gens, parce que ça peut être quand même embarrassant de ne pas connaître les personnes ou reconnaître les personnes de votre membre de la famille. Tous des petits trucs. Participation. Donc, si vous êtes une personne atteinte de troubles neurocognitifs, réfléchissez à ce que vous aimez le plus faire et comme préparer peut-être ou différentes choses et faites-le savoir. Laisse votre proche aidant, votre membre de la famille, vos amis, qu'est-ce que vous voulez faire qui est significatif pendant les fêtes. Certaines personnes, par exemple, aiment de mélanger la pâte ou faire des cartes de Noël ou de fêtes, choisir de la musique ou emballer des cadeaux. Il y a de nombreuses options. C'est vraiment personnel, mais faut l'exprimer. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Puis, si vous êtes une personne qui est proche aidant d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs, veuillez faire participer la personne atteinte de troubles neurocognitifs au préparatif de la fête. Même si elle ne peut plus faire le biscuit, elle peut peut-être mélanger la pâte ou elle peut ajouter des ingrédients. Ou avant d'inviter la personne atteinte de troubles neurocognitifs à vous aider, planifier et préparer en avance tout ce qu'elle aurait besoin afin qu'on puisse peut-être réduire les distractions ou réduire tout stress potentiel. Donc, peut-être pour le biscuit, on va déjà mesurer tous les ingrédients pour qu'ils ont juste besoin de mettre ça dans le bol, puis c'est le fun, puis ils sentent comme s'ils ont vraiment aidé. Ou les distractions, quand on dit ça, ben, on veut peut-être, parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'étapes à faire des biscuits. Donc, on veut réduire les distractions qui incluent peut-être la radio, la télévision, peut-être que c'est les choses qui sont sur la table. Si que c'est pas des ingrédients nécessaires pour le biscuit, puis c'est d'autres choses, peut-être qu'on veut enlever ça de la table pour pas il y a d'autres choses qui se mettent dans le bol. Puis si ça arrive, on laisse, on prend, on rit, on utilise l'humeur, on corrige pas, c'est correct, c'est no big deal, on dit. Euh, donc, faites des choses qui ont du sens, comme j'ai mentionné, qui a la signification à la personne et à vous, comme regarder des vieilles photos de famille ou chanter les chansons préférées de la personne. Soin de soi. N'en faites pas trop. Il peut être tentant en tant que proche aidant ou personne atteinte de troubles neurocognitifs d'en faire trop et d'essayer de perpétuer des traditions des années précédentes. Mais il est vraiment important de se ménager, de vraiment, comme on va mentionner un petit peu plus tard, de prioriser ce qui est important. Envisagez d'engager une personne pour vous aider ou de demander l'aide d'un autre membre de la famille ou à des amis. Donc, peut-être en apportant la nourriture ou même venir un petit peu plus tôt pour aider avec les préparatifs, peut-être faire le ménage, préparer la table, toutes ces choses-là. Oh, il y a quelqu'un qui rentre. On va ajouter. Je vais prendre un petit gourde d'eau pendant que l'autre personne rentre, Martine rentre. Donc, comme je mentionnais, il existe dans votre région un certain nombre d'agences à aide à domicile qui peut offrir de l'aide d'un jour. Donc, ça, c'est aussi une autre option d'embaucher quelqu'un. Soyez
tôt avec ça. Il y a peut-être beaucoup de gens qui pensent à la même idée que vous, donc si que vous pouvez engager un petit peu plus tôt, planifier pour ça, c'est encouragé, bien sûr. Créer des nouvelles traditions. On croit tard que les personnes atteintes de troubles neurocognitifs ou l'Alzheimer ne peuvent pas créer des nouveaux souvenirs après le diagnostic. Ça, c'est très faux. Créer des nouvelles traditions familiales, par exemple, regarder un film de Noël préféré ou décorer le sapin ensemble ou remémorer vos décorations préférées ou même assister à un service religieux ensemble, chanter des chansons traditionnelles, toutes ces choses-là peuvent être des nouvelles traditions. Donc, sois pas gêné d'essayer quelque chose de nouveau que peut-être la personne aimerait et que vous aimez aussi. Comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, revoyez vos priorités. Demandez-vous à quel point cela est-il urgent ou nécessaire. Essayez de vraiment focuser sur ce qui est significatif. Vraiment. Soyez bon envers vous-même. Je peux dire ça mille et une fois. Reconnaissez l'importance de votre travail que vous accomplissez et la valeur que vous représentez à la personne dont vous occupez ou pour la personne qui s'occupe de vous. Ça va les deux manières. Vous faites du bon travail, vous êtes valorisés les uns et l'autre. Donc, soyez gentils à vous-même. Pas tout va être parfait. Donc, c'est correct. Donc, visite dans les foyers de soins de longue durée. Si la personne atteinte de troubles neurocognitifs vit dans un foyer de soins de longue durée, vous devriez peut-être trouver un nouveau moyen d'aider à célébrer les traditions familiales ou au moment des fêtes. Donc, quelques exemples que vous pouvez faire dans un foyer de soins, ce serait apporter des friandises de Noël préférées à partager avec les autres résidents. Ça veut dire que tu vas être aimé par les autres résidents pour sûr si tu amènes des friandises. Apporter des albums de photos, des livres ou de la musique à découvrir ensemble. Apporter des objets pour décorer une porte ou une fenêtre. Ça, c'est vraiment le fun. Renseignez-vous certainement auprès des personnels de l'établissement de foyers de soins de longue durée sur les politiques actuelles concernant les fêtes et demandez-lui quelle activité qui est déjà organisée également, que vous pouvez peut-être utiliser à votre bénéfice. Puis, ou peut-être des fois, il y a certaines activités que c'est seulement pour les résidents, donc informez-vous pour ça, puis essayez de planifier autour de ça également. Ou des fois, la famille est invitée. Donc, vraiment, vérifier avec le personnel. Même chose pour les friandises. Pendant la pandémie, des fois, ça arrive que les friandises a besoin d'être décontaminées pour quelques jours. Donc, si que c'est une friandise qui pourrait peut-être pourrir après quelques jours, peut-être qu'il faut penser à d'autres idées qui pourriraient pas autant vite. Donc, toutes des choses à planifier, à demander avec le personnel. Essayez de ne pas vous concentrer sur les traditions, excuse-moi, qui risquent d'être perdues, mais voyez plutôt cela comme une occasion de créer des nouvelles traditions et des nouveaux souvenirs. Une personne atteinte de troubles d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs peut encore contribuer à l'unité familiale, mais elle aura peut-être besoin un peu plus de temps ou il faudra peut-être modifier certaines choses qu'on fait avec eux. Donc, avant de passer au conseil pratique sur la communication avec une personne atteinte de troubles neurocognitifs pendant les fêtes, on va examiner comment les troubles neurocognitifs affectent la communication, vraiment comprendre la cause de pourquoi certaines choses changent avec la personne qu'on s'occupe de.
Donc, les effets sur la communication. Les troubles neurocognitifs posent des défis particuliers en ce qui concerne la façon dont les gens s'expriment et comprennent ce qui leur ont été communiqué. Cette détérioration du langage est connue sous le nom d'aphasie. Les personnes atteintes d'aphasie ont de la difficulté à s'exprimer, trouver les mots, les bons mots, comprendre le langage parlé, lire et même écrire. Donc, on va aller un petit peu plus en détail par stade cette fois-ci. Donc, des difficultés de communication peuvent survenir à chaque stade de la maladie d'Alzheimer ou des troubles neurocognitifs. Au stade précoce, les personnes peuvent se rendre compte qu'elles sont incapables de trouver les bons mots, en particulier les noms des objets. Elles peuvent remplacer un nom ou un mot par un autre qui est inexact ou ne peut pas trouver le mot du tout. À ce stade, une personne vivant avec un trouble neurocognitif peut avoir la difficulté à comprendre l'humour, les blagues et même des conversations rapides. Puis on sait que parfois, des fois, on a des conversations très rapides parce que ça se peut que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une certaine personne, puis ça va n'importe où, puis on parle, puis on parle. Ça, c'est vraiment difficile pour une personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Donc, juste être attentif avec ça. Avoir des difficultés à suivre des instructions à plusieurs étapes. Donc, une instruction à la fois, ce serait apprécié par la personne. Avoir besoin de se concentrer davantage sur les conversations et de plus de temps pour répondre à des questions. Puis, cette concentration-là d'extra peut être très fatigante pour la personne atteinte de troubles neurocognitifs. Donc, tu vas peut-être percevoir qu'après les fêtes, la personne, le lendemain, va être très, très fatiguée. Ça dépend de la personne, mais ça peut arriver. Donc, juste peut-être anticiper qu'ils vont peut-être être fatigués. Puis, comme j'ai dit, ils ont besoin de plus de temps à répondre à une question. Donc, je suis déjà en train d'aller avec les conseils, là. Donc, on va passer au stade modéré et avancé. Donc, à fur et à mesure que la maladie progresse vers le stade modéré, de plus en plus de mots deviennent irrécupérables. La personne atteinte de troubles neurocognitifs peut avoir besoin de réfléchir plus longtemps avant d'exprimer leurs pensées. La maladie entraîne une perte de spontanéité dans la conversation. Lorsque le vocabulaire devient plus limité, la personne peut répéter les mêmes mots ou des phrases à plusieurs reprises, ce que nous, on appelle la persévération. Oh, excuse-moi, on a avancé beaucoup, beaucoup. Voilà. À ce stade, il est de plus en plus difficile pour la personne atteinte d'un trouble neurocognitif d'exprimer ou de comprendre des concepts abstraits comme, par exemple, gilet bleu, ou d'interpréter des expressions faciales telles qu'un hochement de tête même. Au stade avancé, il semble que les personnes atteintes de troubles neurocognitifs peuvent perdre la capacité de parler de manière reconnaissable ou même compréhensible, bien qu'ils puissent encore prononcer des mots et des phrases à l'occasion. La communication non verbale devient alors de plus en plus importante. Donc, maintenant, on va aller un petit peu plus dans les conseils pour communiquer, même si j'ai déjà un petit peu commencé. Bien communiquer avec une personne atteinte de troubles neurocognitifs n'est pas une compétence qui s'acquiert du jour au lendemain. Il faut beaucoup de patience et de pratique. N'oublie pas de créer un lien avec la personne et non corriger la personne. Donc, voici quelques stratégies à chaque stade de communiquer. Donc, avant de parler,
Essayez de réduire les sources de distraction autour de vous. Par exemple, baissez le volume de la télévision, excuse-moi, ou de la radio. Avant d'engager dans une conversation, comme j'ai dit, présentez-vous à la personne. Précisez votre nom et le rapport que vous avez avec elle. Comme nous l'avons déjà mentionné, il peut être difficile pour la personne atteinte de troubles cognitifs de suivre les conversations dans des groupes, des grands groupes. Euh, dans la mesure possible, essayez d'avoir des conversations un à un. Face à la personne peut vraiment aider. Spécialement, il y a certaines personnes qui ont des problèmes visuels ou de perception. Donc, vraiment garder leur attention un à un, face à face, ça vraiment aide avec la communication. Établir un contact visuel avec la personne aidera, comme j'ai mentionné, à attirer leur attention. De même, n'oublie pas de tenir compte des problèmes visuels et auditifs. Des fois, je mentionne les choses avant, avant mes notes, mais comme j'ai dit, soyez attentifs aux problèmes visuels et auditifs. Assurez-vous que la personne porte des appareils auditifs fonctionnels ou des lunettes propres. Si ils ont été prescrits, bien sûr. Et n'oublie pas de prévoir des examens réguliers avec l'optométriste ou avec voir si ils ont besoin des appareils auditifs, bien sûr. Puis, comment écouter? Quelques stratégies. Euh, Approchez-vous suffisamment à la personne pour qu'elle puisse voir vos expressions faciales et vos gestes. Restez calme et parlez sur un ton détendu pour mettre la personne à l'aise. Évitez les mouvements brusques et euh, au lieu de critiquer ou corriger, ignorez les échecs et rappelez-vous d'avoir la compassion positive et être encourageant avec la personne. Parlez clairement avec un rythme un peu plus lent et utilisez des phrases courtes et simples. Posez des questions fermes auxquelles on peut répondre avec un simple oui ou non, au lieu d'avoir une question très ouverte qui prend beaucoup de temps à répondre. C'est plus facile avec un oui ou un non. Évitez d'utiliser des expressions comme il pleut, des cold ou il est l'heure de rentrer au bec caille, que moi je n'utilise pas souvent ces expressions-là, mais des expressions plus abstraites, essayez d'éviter ça. Essayez d'être très clair dans votre communication. Faites preuve de respect et de patience, bien sûr. Appelez la personne avec le nom qu'elle préfère lorsque vous l'adressez. Bien sûr, ne lui parle pas de façon condescendante. N'utilise pas un langage enfantin ou des expressions qui rappellent des notions par exemple, comme petit vieux, petite dame ou d'autres langages dégradants. Évitez de parler à la personne comme si elle n'était pas là également. Elle peut toujours comprendre ce qui est dit et même elle peut, même si elle a perdu la capacité de prononcer les mots qui viennent à l'esprit, ils peuvent quand même comprendre qu'est-ce qui est dit. Donc, allez là, parlez comme si qu'elle est là. Adressez-la. Ne parle pas en même temps que la personne, bien sûr. Mais je suis sûre que vous savez déjà ces grands conseils-là. C'est vraiment respectueux. Encore une fois, comment écouter? Donc, écoutez attentivement que la personne est en train de vous communiquer et observer sa communication verbale et non verbale. Des fois, il y a des signes non verbaux
surtout comme, j'ai juste un exemple de douleur de dents. Si que la personne est en train d'aller, même en train de toucher sa face, là, peut-être que ça veut dire qu'on a la douleur au dents. Des choses de même que vous pouvez voir non-verbalement qui communiquent quelque chose. Soyez patient et enforcez-vous de ne pas interrompre la personne, même si vous pensez savoir ce qu'elle veut dire. Si elle éprouve des difficultés à trouver les bons mots, vous pouvez lui offrir des suggestions dans la mesure où vous pensez qu'elle veut de l'aide. Mais des fois, il faut juste qu'on attend un petit peu plus pour avoir une réponse. Puis des fois, on a de la difficulté avec le silence, mais il faut être confortable avec le silence puis donner le temps à la personne à répondre. La personne peut avoir besoin de plus de temps pour retirer, traiter l'information. Donc, donnez-leur du temps. Si elle se sent que vous êtes impatient ou agité, elle peut se sentir stressée ou frustrée. Veillez à ce que votre communication se déroule dans les deux sens, de manière à mettre la personne atteinte de troubles neurocognitifs à contribuer à la conversation. Faites-les participer à la conversation. On peut dire millions de fois. Si vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, évitez de faire comme des suppositions. Vérifiez avec elle pour voir si vous avez bien compris ce qu'elle veut dire. L'humour peut vous rapprocher et libérer les tensions. Parce que des fois, il y a des tensions, il y a des fois des mauvaises communications et toutes ces choses-là. Mais l'humeur, rire, ça fait du bien. Il s'agit d'une bonne thérapie. Rire ensemble à propos des malentendus peut aider. Si la personne semble triste, encouragez-la d'exprimer ses sentiments et n'oublie pas de lui montrer que vous comprenez. Donc, quelques dernières petites stratégies. Donc, on veut vous laisser savoir que seulement 7% de la communication se fait verbalement pour tout le monde. Donc, c'est impressionnant. La communication peut se faire de plusieurs façons, y compris la communication non verbale, qui inclut le langage corporel, et la communication paraverbale, qui comprend le ton, le rythme et le volume quand ce que vous communiquez. Donc, soyez attentifs à le non-verbal. Aussi, ajouter des gestes à la parole peut vraiment aider à communiquer. Par exemple, si le moment est venu de faire une promenade, pointez du doigt à la direction de la porte. Ou puis même son gilet peut-être ou son manteau pour illustrer que vous aimez faire une promenade. Le langage gestuel, comme faire un signe de la main ou imiter une action comme manger, des choses de même, peut aider à la personne à comprendre ce que vous disiez. Encore une fois, encore pour souligner, l'humour peut également vous rapprocher et contribuer à réduire les tensions. Il s'agit d'une bonne thérapie et juste rire ensemble. Et dernier petit conseil, si la personne semble triste, encore une fois, permettez-la à exprimer les sentiments et réconfortez-la. Montrez-leur que vous l'aimez et que vous avez beaucoup d'affection pour eux. Donc, beaucoup de compassion. Puis, je suis ouverte pour des questions, mais si que vous êtes plus confortable que j'arrête l'enregistrement, on peut faire des questions après, ou si vous êtes confortable de demander des questions pendant l'enregistrement, c'est à vous à décider.
Je vais juste montrer les petits ressources. Puis là, on va former l'enregistrement. Donc, on a on donne des ressources sur des visites constructives, excuse-moi, surtout pour comme les foyers de soins. On a aussi une liste de 102 activités branchées. On a aussi un livret d'activités pour les proches aidants et la calculatrice de risque d'exposition à la COVID-19 lors des visites pour vous aider à peut-être faire une décision éclairée si vous voulez faire une réunion en personne ou en ligne cette année. Parfait. Puis merci et bonne fête, joyeuse fête de la Société d'Alzheimer. Je vais enlever l'enregistrement. Ici que je peux le trouver. Là. OK.